Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science. Le gouvernement québécois a fait volte-face avec le traçage électronique. Il a récemment encouragé les Québécois à télécharger l'alerte COVID destinée à évaluer le risque qui nous entoure dans la crise sanitaire actuelle. Cette application téléphonique retrace les contacts des personnes testées positives au coronavirus jusqu'à 2 semaines précédant leur diagnostic. Elle utilise la technologie Bluetooth disponible sur les téléphones intelligents et s'avère très simple à installer. Il y a pourtant beaucoup d'inconnus, à commencer par son efficacité réelle, et on ignore s'il y a des risques pour la vie privée de ces échanges de données via le téléphone intelligent. Alors que la France vient de faire marche arrière en délaissant son application de traçage Stop Covid, quel sera l'impact de cette mesure pour contrer la pandémie au Québec? Nous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. Cette semaine, nous plongeons dans les entrailles de notre téléphone intelligent et comment celui-ci pourrait nous aider avec l'application de traçage Alerte COVID à lutter contre la pandémie. Nous sommes en compagnie de Benoît Masse, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, chef de l'unité de recherche clinique appliquée au Centre de recherche du CHU de Sainte-Justine. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Sébastien Gant, titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives et professeur au département d'informatique de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. En commission parlementaire, les 3 partis d'opposition s'étaient prononcés contre l'adoption de l'alerte COVID au Québec. C'est pourquoi le gouvernement québécois avait annoncé qu'il n'irait pas de l'avant. Cette application de traçage canadienne était déjà utilisée par de nombreuses autres provinces, mais peu de Canadiens l'avaient téléchargée. Qu'est-ce qui explique la volte-face du gouvernement de François Legault, professeur Masse? Je pense que on n'anticipait pas que une deuxième vague allait commencer aussitôt, en septembre, et avec une reprise aussi forte, répandue en fait sur toute la province. Et comme on est à court de moyens efficaces pour vraiment contrôler cette épidémie-là, c'est très difficile. On a le traçage de contact, ce qu'on appelle manuel, le port du masque, la distanciation sociale, mais tout ça est pas parfaitement efficace et en attendant un vaccin qui, à court, à moyen terme, c'est vraiment pas c'est pas dans les cartons, là. Disons que c'est quelque chose que les campagnes de vaccination, là, si on est vraiment chanceux puis qu'il y a une découverte cet automne ou au début de l'hiver, ça va arriver plutôt cet été. Donc, à court terme, on n'a pas beaucoup de moyens. Je pense que le gouvernement de M. Legault a dit là il y a cette nouvel outil de prévention qu'on pourrait utiliser, qui, oui, on a des doutes sur son efficacité, on a des doutes à savoir si même les Québécois vont la télécharger, mais on n'a pas vraiment d'autres façons, d'autres outils qui pourraient nous aider. Professeur Gant, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous étiez en commission parlementaire, là? Est-ce que les inquiétudes des 3 partis d'opposition résonnaient dans vos oreilles quand vous avez entendu la nouvelle? Ouais, mais effectivement, je pense que la plupart des experts, on était à dire que l'efficacité n'était pas démontrée, mais que les risques, même si elles étaient faibles, il y en avait. Là où ça m'a pas surpris, c'est que même quand le gouvernement québécois avait annoncé à l'époque qu'ils allaient pas de l'avant avec l'application début septembre, ils avaient dit qu'ils gardaient la porte ouverte à étudier une application et à être prêt à la déployer si jamais il y a une deuxième vague. Donc je pense qu'effectivement, comme Benoît l'a dit, la deuxième vague a dû précipiter le choix du gouvernement. Oui, c'était quoi les inquiétudes des 3 partis d'opposition? Le premier, ça rejoint ce que Benoît a dit, c'est que donc à chaque fois qu'on on déploie une outil technologique, on essaie de faire l'équilibre entre les bénéfices et les risques. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de pays où ce type d'application a eu un effet significatif. Donc quand on essaye de savoir si ça va être efficace, on n'a pas vraiment de success story
un pays où ça n'a pas du tout marché, c'est la France. Il y a d'autres pays où il y a eu un taux d'adoption plus fort, où ça n'a pas non plus eu un effet décisif d'après l'avis des systèmes de santé. Et même si parmi les applis qui existent, celle-ci est créée de manière à minimiser les risques de traçage, il y a quand même des risques de vie privée et il y a aussi des risques de sécurité parce qu'on va avoir le Bluetooth qui est activé en permanence. Oui, l'enjeu principal de l'alerte Covid reste l'acceptabilité sociale, car si peu de monde la télécharge et l'utilise, son effet sera limité, n'est-ce pas, professeur Mas? Oui, en fait, il y a deux aspects. Évidemment, le téléchargement. Et au Canada, disons, dans les mois où l'application a été développée dans quelques provinces, le téléchargement était relativement faible. Mais il y a aussi le fait pour ceux qui possèdent l'application et qui s'infectent, c'est aussi on a un code à rentrer, un code qui nous est donné par la santé publique lorsqu'on teste positif. Et ça, c'est aussi une mesure importante. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'application, mais si vous êtes positif et puis vous entrez pas le code, l'application va pas nous aider. Alors, ce qu'on a reçu comme information partielle du point la semaine passée du Québec, c'est qu'il y avait quand même eu presque 500 demandes de code pour activer le traçage des contacts pour ceux qui avaient des applications. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais à l'échelle du Canada, on avait observé peut-être un nombre de environ 1500, ce qui est, je dirais, encourageant pour le Québec. Mais c'est sûr qu'on va devoir aller chercher un peu plus d'informations sur l'efficacité, c'est-à-dire, par exemple, combien de personnes qui testent positives ont reçu une première notification qu'ils étaient potentiellement à risque. Infectés, à risque, parce qu'ils avaient été en contact et le premier signal a été généré par l'application. Alors, ces informations-là sont présentement, j'imagine, compilées et d'ici quelques semaines ou 1 ou 2 mois, on va pouvoir avoir plus d'informations à savoir si l'application vraiment réussit à bloquer des transmissions secondaires. Oui, il y a aussi un problème d'accessibilité de la technologie. Le fonctionnement semble simple, mais est-ce que tout le monde a l'accès à un téléphone intelligent assez récent pour que cela fonctionne, professeur Gant? Non, ça c'est un des enjeux aussi. Donc, le taux de pénétration des téléphones intelligents est relativement important dans la population, mais on n'a pas tous des téléphones récents. Et un des enjeux, c'est aussi que dans les groupes vulnérables, donc quand on regarde le taux de pénétration chez les personnes âgées ou chez les populations vulnérables comme les itinérants, clairement le taux de téléphone intelligent récent est pas forcément important. Donc effectivement, il y a un des enjeux aussi éthiques, je dirais, c'est que les populations les plus vulnérables, même si vous voulez télécharger l'application, n'ont pas forcément le téléphone qui permet de le faire. Oui, donc c'était des enjeux de vie privée, d'éthique et puis d'accessibilité aussi. Ça prend aussi un arrimage avec un dépistage rapide, professeur Mas? Oui, je pense que c'est clair que c'est complémentaire, ces outils-là. C'est complémentaire au traçage de contacts qu'on appelle traditionnel ou manuel. Clairement, c'est pas un outil pour remplacer le traçage de contacts qui se fait au Québec. C'est en ajout. Et essayer de voir si on pourrait gagner en vitesse pour couper les transmissions secondaires. Alors, c'est certain que, juste pour ajouter un mot sur le taux de téléchargement, je suis d'accord avec Sébastien que on devrait on peut faire des sondages pour voir dans quelle région les applications sont téléchargées. Ça nous aiderait parce que le taux de téléchargement, ça nous dit pas qui et où. Par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est si sur l'île le Grand Montréal, on a 200-300 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Au niveau de la province, c'est pas beaucoup en pourcentage, mais ça peut faire une grande différence pour le Grand Montréal. Alors là, présentement, étant donné qu'il n'y a pas de données de géolocalisation, on ne sait pas sont téléchargés par qui et où. Donc, on pourrait déjà faire quelques sondages pour voir, du moins comme par exemple dans la région métropolitaine de Québec, qui sont prises avec des éclosions
présentement qui sont difficiles à contrôler. Dans la grande région de Montréal aussi, est-ce qu'on a un bon nombre de personnes qui ont l'application ou les applications ont été téléchargées uniformément sur la province? Et ça évidemment, on peut se conforter que peut-être 500 000 personnes ont téléchargé l'application, mais si c'est à l'échelle de la province, ça risque de ne pas être efficace. Mais si c'est localisé dans des grands centres urbains, là ça a une chance d'être efficace. Oui, de diluer un peu moins le résultat. Ouais. Professeur Gant, il n'y a pas de géolocalisation dans cette application-là. Est-ce que ça risque de réduire son efficacité? Non, je pense pas, parce que le Bluetooth est suffisant pour la tâche qui est vraiment d'estimer la proximité des personnes. Voilà, ce que je pense qu'il serait une façon facile de voir si elle est utilisée et efficace, ça serait simplement quand quelqu'un vient se faire tester, lui demander, une des questions qu'on pourrait poser, c'est est-ce que vous venez parce que vous avez été notifié par l'application? Et puis en plus, le système de santé serait capable après de voir si les personnes qui viennent parce qu'ils ont été notifiés par l'appli ont un taux de positivité qui est plus haut que, je dirais, la population globale, afin de voir si elle est efficace. Donc même s'il n'y a pas de géolocalisation, je pense qu'on pourrait... le sondage, c'est une bonne idée, mais je pense qu'on pourrait très simplement, au niveau des questions qui sont posées quand quelqu'un vient de se faire tester, avoir une question qui est: est-ce que vous venez vous faire tester parce que vous avez été notifié par l'application? Puis en plus, comme on va ensuite mesurer vraiment si la personne est positive ou pas, on serait capable non seulement de savoir combien de personnes viennent de se faire mesurer de se faire tester à cause de l'appli, mais aussi de voir combien de ces personnes sont vraiment positives. Oui, parce qu'un des problèmes qui sortait dans les médias, c'est que l'alerte Covid, ça pourrait avoir beaucoup de faux positifs. C'est quoi un faux positif exactement et comment on peut éviter ça? Donc peut-être ce que je peux dire rapidement, c'est que la technologie Bluetooth qui est sous-jacente à cette appli, à la base, elle sert à communiquer entre des appareils à courte distance, et là on l'a comme détourné de sa finalité pour estimer la proximité. Donc ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont être considérés par l'appli comme étant proches de nous, alors qu'en fait ils étaient loin de nous, mais la force du signal a fait que notre application s'est trompée. Et donc ce qui peut arriver, c'est que si on a mal calibré les faux positifs, on va avoir l'impression que des gens étaient des contacts à risque alors qu'ils ne l'étaient pas, et quand nous on va être testé positif par exemple et que l'appli va notifier ces faux positifs, ça risque d'amener ces personnes-là qui n'étaient pas vraiment à risque à se faire tester. Donc c'est peut-être pas un enjeu si le taux de faux positifs est faible, mais supposons que il y a vraiment un taux d'adoption fort de l'application et qu'on soit dans une situation où la capacité de testage est déjà saturée. Ça pourrait se traduire par encore plus de gens qui vont se faire tester et donc qui vont encombrer le système alors qu'ils n'étaient pas vraiment à risque. Oui. Professeur Mas, est-ce que ces faux positifs vous inquiètent? Ah oui, définitivement, s'il y en a trop, ça pourrait engorger les laboratoires, faire des tests inutilement. C'est quelque chose à vérifier, et je suis certain que c'est des données qui seront compilées, mais étant donné que ça fait pas longtemps que l'application est utilisée, ça va prendre probablement quelques semaines. Mais il faut dire que le traçage de contact manuel a aussi des faux négatifs et des faux positifs. Lorsque vous demandez à des gens de se rappeler exactement ce qu'ils ont fait dans les 10-14 derniers jours, qui qu'ils ont rencontré, c'est la même, je veux dire, c'est un peu c'est pas propre, les faux positifs, les faux négatifs, c'est pas propre aux applications numériques, ça existe aussi avec le traçage de contact traditionnel. Oui, mais c'est vrai que si on en a beaucoup trop, ben là on va se dire ok, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous dit qu'il vient d'être notifié par son application, qui a rencontré quelqu'un, puis à chaque fois il teste négatif, ben là on va dire ok, là ça commence à ajouter une lourdeur qu'on n'a vraiment pas besoin parce qu'on a déjà des problèmes de capacité au niveau des tests. Alors là il va falloir évaluer l'utilisation de l'application. Oui, un faux négatif, c'est quoi? Ben vous oubliez, je veux dire, vous allez à l'épicerie par exemple, ou vous allez dans un milieu fermé et vous laissez votre téléphone dans la voiture ou à la maison.
Alors quand même, vous avez l'application. Vous croyez que vous n'avez pas eu de contact étroit avec quelqu'un infecté dans les 2 dernières semaines, mais vous êtes faussement négatif parce que vous avez pas. Donc ça arrive aussi dans des 2 façons. Là. Il faut non seulement avoir l'application, mais il faut avoir le téléphone avec soi à chaque fois qu'on s'expose ou qu'on sort de la maison ou qu'on s'en va dans un milieu avec d'autres personnes. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. La technologie Bluetooth utilisée connaît aussi des limites, des failles de sécurité qui permettraient peut-être à un hacker de prendre le contrôle du téléphone. Comment s'assurer de sa fiabilité, professeur Gant? En fait, Bluetooth, c'est un protocole assez récent, donc il n'y a pas... La meilleure chose qu'on peut faire, c'est mettre à jour son système d'exploitation de téléphone. Mais il y a eu des failles majeures ces dernières années qui ont été corrigées au fur et à mesure par les entreprises, mais il y a des risques qu'il y en ait encore dans les prochaines années. Donc je dirais qu'en tant qu'utilisateur, on peut pas... Si on installe l'appli, ça veut dire qu'elle a besoin pour fonctionner d'avoir le Bluetooth activé en permanence. Donc je dirais qu'en tant qu'utilisateur, on peut pas faire grand-chose à part mettre à jour son système d'exploitation. Donc, et garder son téléphone avec soi. Professeur Mas, si ça change pas et que le traçage manuel se poursuit, pourquoi c'est important de conserver le traçage manuel? On pourrait simplement se fier à la nouvelle application? Il faudrait vraiment qu'on ait démontré son efficacité et je pense pas que son niveau d'efficacité serait qu'on atteindrait un niveau on pourrait dire ok, on arrête le traçage de contact manuel. Vraiment, là, je pense pas que c'est à moins d'avoir un taux d'adhésion de la population excessivement élevé, une grande discipline, une technologie sans faille, là, comme on vient de parler des limites de Bluetooth, mais je crois que ce n'est pas possible, c'est vraiment en complément. Il faut dire que le traçage de contact manuel ou traditionnel avec l'isolement, c'est une des mesures qui a un excellent rapport coût-efficacité en termes de contrôle des épidémies. Et ça, on l'a observé pour d'autres épidémies, que ce soit l'Ebola, le VIH. Alors, c'est certain que on n'est pas prêt d'abandonner le traçage de contact manuel. Mais au Québec, on sait déjà qu'on a quelques ratés déjà dans cette deuxième vague-là, à ce niveau-là. Et il va falloir, on y travaille, je crois, là, activement à rehausser, s'outiller, et je pense aussi d'engager plus de personnel pour rendre notre contact de traçage traditionnel plus efficace. Oui, parce que il pourrait nous sembler que la mémoire humaine est moins fiable que la mémoire machine, finalement, mais pas vraiment. C'est plus une question de notion d'échelle, je pense, professeur Gant. Tout dépend Dans un contexte où on demande en ce moment aux gens de ne pas avoir beaucoup de contacts, c'est sûr que la mémoire humaine, par exemple, si on n'a que 3 ou 4 contacts par jour, je pense qu'on peut s'en souvenir. C'est sûr que quand on va être dans un contexte de déconfinement, la mémoire humaine sera faillible. Et par exemple, si je prends le métro et que j'ai passé 15 minutes à côté d'une personne, donc supposons qu'il y a beaucoup de monde dans le métro, qu'on peut pas garder sa distance sociale. Là, l'application de traçage de contact pourrait être capable éventuellement de capturer ce contact. Donc, je rejoins totalement Benoît sur le fait que je pense que jamais l'appli va remplacer le traçage manuel. Son avantage, ça peut être de capturer des contacts de gens que je connaissais pas, que j'ai croisés dans le système de transport. Mais c'est vrai que si on combine tous les gestes barrières en ce moment, comme le fait de limiter les contacts, le traçage manuel doit déjà, je pense, permettre de capturer pas mal de contacts dangereux, sauf évidemment, par exemple, des gens que j'aurais croisés à l'épicerie que je connais pas et qui étaient à risque. Oui, des anonymes. La France avait Stop Covid, mais ça n'a pas bien fonctionné. Pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est le taux d'adoption qui était très faible. Je pense que c'était
2,4% de la population. Et en fait, le taux d'adhésion faible découle d'autres enjeux qu'il y a eu. Donc en particulier, il n'y a pas eu vraiment de débat sur quelle application, pourquoi ce choix-là a été fait. Donc il y a eu, une fois que l'appli a été poussée par le gouvernement, il y a eu beaucoup de débats par la suite de gens qui auraient voulu qu'il y ait un débat à l'Assemblée, par exemple, et des auditions d'experts avant. Donc ça a contribué à nourrir la méfiance. Et je pense il y a aussi le fait que la France a choisi d'aller vers une approche qui est centralisée au lieu de décentralisée. Donc ça fait référence à est-ce que c'est dans mon téléphone ou est-ce que c'est dans un serveur central qui a la détection des contacts à risque qui se fait. Et ce choix-là aussi a nourri pas mal la suspicion de surveillance par rapport à l'État et les risques de vie privée. Donc je dirais que les enjeux de vie privée, les enjeux de transparence qui n'ont pas été bien menés en France ont fait que globalement il n'y a pas eu d'adhésion de la population. Oui, professeur Mas, la clé pour passer à travers, c'est la population. Là, on a abordé un petit peu ça. Il y a un seuil d'adhésion minimal pour que ça fonctionne. Oui, je pense que la dernière étude qui était basée sur une population dans l'État de Washington, il y a une étude qui a été faite par Christophe Faeser d'Oxford, vraiment un seuil minimum, et je dois dire ça doit être le minimum de 15 à 20% dans une région donnée. Là. Ça pourrait être, comme je disais tout à l'heure, là, ça peut être localisé par exemple au Grand Montréal, mais c'est vraiment le minimum pour donner un effet, une réduction des infections et des décès, des hospitalisations. Alors, c'est quand même, ça peut paraître bas, mais c'est à l'échelle du Canada, là, on est loin de ce 20%-là. C'est sûr que là, avec pris dans une vague, et on commence, je pense qu'il y avait une certaine partie de la population qui ne croyait pas qu'on allait revivre une vague aussi rapidement et peut-être aussi forte. Et là, peut-être qu'il y a un peu plus de motivation à la population de dire, OK, c'est pas l'air qu'on va sortir de ça aussi facilement et de cette épidémie-là aussi facilement, tout aussi bien de peut-être utiliser ou du moins faire l'expérience avec d'autres outils qui pourraient nous aider à nous déconfiner peut-être plus rapidement et de rester déconfinés un peu plus longuement. Vous êtes, professeur Mas, un des chercheurs qui conseille le gouvernement. Il importe aussi de conserver, appliquer les gestes barrières et pas trop se fier donc à cette alerte Covid, là, car l'alerte Covid, ça reste un acte volontaire et de nombreuses personnes pourraient ne pas l'avoir téléchargé. Oui, effectivement, c'est un des outils. Là. Si je regarde, par exemple, dans le contexte du VIH, là, en 30 ans, on a encore une épidémie de VIH en cours sur la planète, mais en 30 ans, on a quand même développé beaucoup d'outils de prévention, mais tous partiellement efficaces. Et on arrive quand même à je sais pas, à bien contrôler, mais on a fait des progrès énormes en termes de contrôle de l'épidémie de VIH. Alors, c'est un peu la même chose. Là, on est au début. Et on n'a pas beaucoup d'outils. Ce qui s'en vient dans vraiment là, à court terme pour nous aider, c'est aussi les tests rapides. Et ça pourrait nous donner un outil qui nous permettrait de mieux contrôler l'épidémie. Mais on n'en a pas beaucoup. Hein? Il y a pas beaucoup de traitements. Il faut dire que les traitements, ça n'empêche pas l'épidémie de se développer. Parce que oui, on traite les infections, on évite les hospitalisations, on évite les décès, mais quand même l'épidémie se propage dans la population. Alors, puis comme je le disais tout à l'heure, les vaccins, c'est à court, à moyen terme, c'est pas dans notre horizon. Ça va être un peu plus tard. Donc, on est vraiment à court de contrôle. Là, c'est comme vous dites, la clé, c'est la population. Ça prend une adhésion non seulement au masque, à la distanciation sociale, au respect des règles sanitaires, mais aussi dire, OK, il y a un nouvel outil, on pourrait l'essayer. Évidemment, il faut se sentir confortable. Si on a vraiment trop d'inconfort avec des enjeux de vie privée, on peut s'abstenir. Mais je dois dire que le contact
traditionnelle a aussi ses enjeux de vie privée. Si on pense, par exemple, à ce qui est arrivé à la coiffeuse, par exemple, qui était accusée injustement d'avoir propagé le virus à ce médecin des provinces d'Atlantique, là, aussi qui avait été accusé injustement. Et ça découle du traçage de contact traditionnel. Alors, c'est pas parce qu'on fait d'autres types de traçage qu'il n'y a pas des enjeux aussi de vie privée. Il y en a aussi avec les autres façons de faire. Oui, c'est sûr. La Commission des droits de la personne et des droits pour la jeunesse recommande qu'on interdise à des tiers d'exiger l'utilisation de l'application. Mais comment surveiller que ça soit respecté? Professeur Gand, pour terminer rapidement. Je pense que l'idée, ça serait qu'il faudrait qu'il y ait un décret ou une loi qui... Donc encore une fois, le fait de consentir à l'installer, ça fait partie des... On est dans une démocratie, donc ça fait partie aussi des enjeux de vie privée de ne pas être forcé de l'installer. Et donc moi, je dirais que la meilleure façon d'éviter que, par exemple, une entreprise nous force à l'installer avant de retourner au travail ou qu'un centre commercial nous dise « montrez-moi le score de risque », ça serait d'avoir un décret ou une loi qui fait qu'une entreprise qui ferait cette démarche-là aurait une amende. Donc de dire que cette application-là, pour qu'elle soit volontaire, il faudrait avoir un décret qui interdit qu'on puisse forcer à l'installer dans un autre contexte, par exemple pour garder son travail. Oui, il ne faudrait pas que ça soit une obligation. Donc la clé, c'est la population et de garder ça volontaire quand même. C'est ça? Si je vous entends bien. D'ailleurs, j'imagine que le gouvernement du Québec est peut-être en train de réfléchir à ce... C'est un des enjeux qu'on avait fait remonter pendant les auditions, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas des risques de discrimination ou des façons de détourner, d'essayer de forcer les personnes à installer, justement dans le cadre du retour au travail. Donc j'imagine qu'il y a un décret gouvernemental de la province pour essayer d'encadrer ces dérives-là. Oui, merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Sébastien Gand, titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives et professeur au département d'informatique de l'UQAM. Merci. Et on était en compagnie aussi de Benoît Mas, professeur titulaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au CHU de Sainte-Justine. Merci à tous les deux. Merci. Bonne journée. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, réalisation et au micro, Isabelle Burguin. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si oui, partagez-la. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous toute cette semaine, nous avons des rediffusions. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy